À tous, très belle soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre Journal des Alpes. Tout de suite, les titres. Les Grenoblois appelés aux urnes. C'est le début de la semaine de la votation citoyenne instaurée par la municipalité d'Éric Piolle. 26 projets d'habitants sur lesquels se prononcer et un débat ouvert pour ou contre la hausse des tarifs de stationnement. La montagne à l'Assemblée nationale, la nouvelle mouture de la loi montagne voulue par le Premier ministre est examinée aujourd'hui par les députés. Comment soutenir l'emploi tout en préservant l'environnement? Nous ferons un focus sur le poids économique du tourisme dans les Alpes. Enfin, une agricultrice qui a l'esprit d'initiative aux portes de Grenoble, elle a mis en place un distributeur automatique pour ses fruits et ses produits frais. Plus de soucis donc pour remplir son frigo en rentrant du boulot. Dans votre journal national avec Carole Gessler, les policiers appelés à des rassemblements après l'attaque très violente ce week-end à Viry-Châtillon dans l'Essonne. L'un d'eux est toujours entre la vie et la mort. Et puis l'urgence humanitaire à Haïti. Après le passage de l'ouragan Matthew, près de 400 morts et des centaines de blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Mais tout d'abord, à vos stylos, on débute avec la dictée d'Ella, l'association pour la lutte contre la leucodystrophie. C'est le champion de sprint Christophe Lemaître qui s'est présenté à l'école de la Liberté cet après-midi pour lire le texte. Ambiance avec Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Solidarité, échange, tolérance ou encore respect. Des mots forts pour une dictée très particulière. Ici, les fautes d'orthographe importent peu. Ce qui compte, c'est la mobilisation de tous. Et je trouve que c'est toujours une très belle leçon aussi que l'école nous montre comment elle est capable de continuer à transmettre des valeurs à côté du lire, écrire, compter, dont celle de solidarité. Et c'est ce qui peut nous permettre d'espérer que le vivre ensemble continuera de s'améliorer et d'exister dans ce beau pays. Et dans le rôle de l'instituteur d'un jour, on retrouve Christophe Lemaître. Le sprinteur aixois soutient l'association Ella depuis plusieurs années. Et je pense que c'est important de dire qu'on est solidaires, on les soutient derrière eux quoi qu'il arrive, parce qu'on sait que c'est des moments difficiles, aussi bien pour les enfants qui sont victimes de cette maladie, mais aussi pour les parents qui vivent ça au quotidien. Quand on veut, virgule, on peut, 3 petits points. Si on veut, on peut, c'était le titre de la dictée cette année. Dans cette école d'Aix-les-Bains, près de 170 élèves du CE1 au CM2 ont joué le jeu avec beaucoup d'applications. L'occasion pour eux de mieux comprendre la leucodystrophie. Il faut essayer de trouver des médicaments pour battre la maladie. J'aimerais bien les aider pour qu'ils sortent de cette maladie et qu'ils peuvent avoir une vie comme tous les autres enfants normaux. Si on les soutient pas, ils vont être tristes, un truc comme ça. Depuis 1994, plus de 28 millions d'euros ont été collectés grâce à cette campagne de mobilisation scolaire. En France, 3 à 6 enfants atteints de leucodystrophie naissent chaque semaine. Que feriez-vous pour votre ville avec 50 000 euros? C'est la question que pose la mairie de Grenoble à ses habitants toute la semaine. Un vélobus, des pigeonniers contraceptifs ou encore des boîtes à livres. 26 projets sont soumis au vote citoyen. Mais c'est peut-être le débat sur l'augmentation du stationnement qui va attirer le plus de signatures. Le reportage de Xavier Schmitt et Gilles Ragry. Premier vote à la mairie. C'est l'un des 10 bureaux ouverts pour la consultation. Tous les Grenoblois dès l'âge de 16 ans peuvent s'exprimer sur 2 sujets. Des projets montés par les habitants et le stationnement. Je trouve ça très bien qu'on demande la parole aux citoyens. C'est un peu compliqué de venir sur une semaine. Une semaine, c'est peut-être pas assez long. 7 projets sont à choisir parmi 26. Ils concernent la vie dans la cité avec un budget de 800 000 euros. Pour le stationnement, il faut se prononcer sur une hausse sensible des tarifs. Elle a été votée par le conseil municipal, mais elle est contestée par une pétition. Vu le tarif des parkings, je préfère aller en bus. Mais j'ai quand même voté pour qu'on revienne sur la décision du maire. Si 20 000 voix majoritaires, c'est-à-dire 20 000 votants, sont pour la pétition, à ce moment-là, nous nous engageons à suivre l'avis des Grenoblois parce que notre volonté, c'est de donner du pouvoir d'agir, c'est de développer la démocratie, de redonner confiance.
Les opposants à la flambée des prix de parking ont réuni plus de signatures que les 2000 requises pour soumettre le projet au vote. Mais ils dénoncent l'organisation du scrutin. Ce qu'on conteste en fait, c'est que le scrutin ne se déroule pas avec suffisamment de bureaux de vote. Il n'y en a que 8 le samedi, avec des durées suffisamment étendues. Et on nous demande en même temps de faire 20 000 voix, c'est-à-dire plus de voix que la liste Éric Piolle pendant les municipales. Alors que pour les municipales, il y avait 85 bureaux de vote ouverts de 8h à 20h, connus de tous. Le vote se déroule sur 6 jours. Le dépouillement aura lieu le 15 octobre au soir à la mairie. Le service militaire est un lointain souvenir pour la plupart d'entre vous. Vive aujourd'hui le service civique. L'État relance son plan pour passer de 53 000 jeunes en 2015 à 110 000 jeunes d'ici la fin de l'année. Le conseil départemental de l'Isère vient d'accueillir ses premiers volontaires pour des missions, vous allez voir, très variées. Marion Feutry et Florine Heba. Une journée pour faire connaissance. Ces 21 jeunes viennent de démarrer leur service civique au sein du conseil départemental de l'Isère, avec chacun des motivations et des parcours différents. J'ai pas trouvé de patron pour mon école que je voulais faire et que du coup je me suis dit pourquoi pas faire du service civique pour passer le temps entre guillemets, pour pas rester sans rien faire chez moi et apporter de l'aide au département. La mission d'Ophélie pendant les 8 prochains mois, aider à lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Quant à Dany, lui, il sera ambassadeur de lutte contre l'ambroisie et la renouée du Japon. Je trouve ça passionnant, moi. Sur la problématique des plantes invasives, ça me ferait des connaissances de mon côté personnel. Et en même temps, la fierté d'avoir appris aux gens à comment lutter contre ces espèces-là. Ni emploi, ni bénévolat, le service civique est une première au sein du conseil départemental. Un dispositif qui se veut incitatif. Le département aujourd'hui met les moyens justement pour soutenir la formation, l'accompagnement de ces jeunes. Ils auront tous des entretiens individuels plusieurs fois dans l'année. Ils auront aussi des formations obligatoires, mais on a mis un budget supplémentaire, par exemple, pour les aider à payer leur permis de conduire, à financer un BAFA ou d'autres types de formations qui vont les aider à trouver un emploi. Problème, les candidats ont été moins nombreux qu'escomptés. 7 places sont toujours disponibles pour des jeunes de moins de 25 ans désireux de s'engager. À bon entendeur, je vous le disais dans les titres, la loi montagne est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comment concilier développement économique et préservation de l'environnement? Le problème est complexe. On voit tout cela avec Jérôme Ducrot. Le nouveau texte de la loi montagne prévoit de soutenir l'emploi et le tourisme dans nos massifs tout en assurant la protection de l'environnement. L'un des points très attendus, la possibilité pour les stations de ski de garder la compétence en matière de tourisme plutôt que de les confier aux intercommunalités. Autre point compliqué, l'instauration de zones de tranquillité dans les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, donnant la priorité aux espèces végétales et aux animaux sauvages. Cette mesure inquiète les éleveurs et les agriculteurs. Les unités touristiques nouvelles, les UTN, font débat. Ces procédures permettent d'ouvrir de nouveaux secteurs à la construction pour les extensions de domaines skiables ou la création de nouvelles résidences. Par contre, toute l'Assemblée sera d'accord pour améliorer l'accès au numérique ou mieux loger les saisonniers. En tout, plus de 500 amendements seront débattus jusqu'à mercredi. Et le tourisme, on l'a vu, est une problématique centrale de cette nouvelle loi montagne. Et c'est l'objet de notre série de la semaine avec la question épineuse du tourisme d'été. Que représente pour les Alpes cette économie en termes de chiffres et d'activités? C'est ce que nous allons découvrir dans cette série tournée entre Léman et Mont-Blanc avec Denis Vinaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. C'est sans doute cette main, celle de Jacques Balmat, qui en 1786 signe l'acte de naissance du tourisme en montagne. En réussissant la première ascension du Mont Blanc, ce cristallier chasseur de chamois ouvre une nouvelle voie qui, dès le début du XXe siècle, trouve une impulsion irréversible grâce à l'automobile. Un peu plus de 2 siècles plus tard, Chamonix, la ville de Balmat, est devenue la capitale française du sport d'altitude. Depuis 2003, elle accueille chaque été plus de 7500 participants au sommet mondial du trail running,
l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Bravo à vous tous. On a fait un questionnaire participants l'année dernière où on s'est interrogé sur la propension des participants à revenir pour un autre motif de séjour. Et 86% des compétiteurs de l'UTMB ont déclaré vouloir refaire un séjour dans les 2 années à venir dans la vallée de Chamonix. L'UTMB représente une manne fantastique, car ses retombées sont estimées à près de 14 millions d'euros. Mais d'une manière générale, c'est toute la saison d'été qui booste l'économie de la région. Alors c'est considérable, hein. Ça va du mois de mai au mois de novembre. C'est 40% de notre activité et c'est en croissance tous les ans. Donc c'est vraiment une activité primordiale pour nous et qui est vraiment internationale puisque les clients viennent de France, d'Europe et de plus en plus d'Asie. L'événementiel, outil de communication par excellence. Trouver l'événement qui attire les foules. Dans ce domaine, Evian exploite parfaitement son célèbre golf et s'appuie sur sa compétition phare, l'Evian Championship, l'incontournable tournoi international de golf féminin. Avec la Belle Dimanche, Châtel joue la carte de la tradition pour créer l'événement. Cette fête des alpages compte parmi les plus anciennes et les plus ancrées dans le patrimoine traditionnel savoyard et elle attire désormais chaque été près de 10 000 visiteurs. La plupart de nos clientèles sont issues de milieux hyper urbanisés. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est une rupture avec le quotidien. Donc de venir où il y a une âme, où il y a des gens, où on peut raconter une histoire, on peut rencontrer aussi des autochtones. Une journée de rencontre entre touristes et gens du pays, une journée où se côtoient au rythme des musiques folkloriques, bergers, troupeaux et artisans. Moment privilégié de partage et de découverte. Surtout, continuer, ne jamais lâcher. Parce que des fêtes comme ça, qui sont très, très populaires, très bon enfant, très sympathiques, il y en a de moins en moins. Alors quand il y en a, si on peut, préservons-les. Je suis souvent venu en Suisse, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est excellent. J'adore ça, c'est très très bien. C'est super de découvrir en un seul lieu l'esprit de toute une région. Il y a autre chose que la mer et puis les plages remplies de monde. Ça fait du bien de prendre l'air, surtout. Pourtant, jusqu'en 2008, l'engouement pour les Alpes du Nord montre des signes de faiblesse avec une perte de 5 points en 10 ans, les plaçant en 4e position seulement derrière les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif central. Mais depuis 2009, la fréquentation estivale gagne du terrain et les derniers chiffres sont excellents. La montagne l'été produit à peu près 100 millions de nuitées. L'hiver, c'est 70 millions de nuitées. Et par contre, c'est 2 fois moins de chiffre d'affaires en été qu'en hiver. Le panier moyen en hiver va être de 70 € par jour par personne, contre 35 € l'été. Booster l'été par des activités attractives et variées, tout en s'adaptant à une clientèle peu sédentaire. Ce sont les défis qui s'imposent aux professionnels du tourisme. Ce fait divers à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 740 collégiens ont été évacués de leur collège à Évian-les-Bains. En cause, leur système de chauffage défaillant, de la vapeur d'eau contenant de l'antigel s'est répandue dans l'air. C'est une administration qui laisse rarement entrer une caméra. À Chambéry, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Savoies ouvrait ses portes aux élus. Le but était de présenter la structure et le suivi de jeunes de 10 à 20 ans, poursuivis au pénal, avec la mise en lumière du travail des éducateurs Aurore Trespeux et Cédric Picot. Battre, couper, enrober de chocolat. À la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ de Savoie, les jeunes étaient au fourneau ce matin. Et cet atelier cuisine était obligatoire. Ça nous permet de les voir dans un autre contexte que dans le cadre d'entretien au bureau. Ça me permet de faire un retour du comportement des jeunes, de leur motivation
aux éducateurs référents et eux se servent de ces remarques pour pouvoir avancer dans le suivi de la mesure. La mesure en question est judiciaire. Tous les jeunes suivis par la PJJ ont été arrêtés et mis en examen. Souvent déscolarisés et parfois brouillés avec leur famille, ces mineurs sont accompagnés par des éducateurs jusqu'à leur jugement. Il y a un cadre, j'en ai pas, donc ça part ça, puis je rencontre des gens. Après là j'aime bien, je fais un truc que je fais pas souvent, donc c'est pas mal. Ouais, ça m'apporte. Cuisiner, ça m'apporte des trucs pour cuisiner. Je pourrais refaire chez moi. Aujourd'hui, la PJJ Savoie participait aux portes ouvertes nationales de la structure, un événement destiné aux élus locaux. Ils ont une vision essentiellement, une représentation de ce qu'on peut faire. Et l'idée, c'était bien effectivement qu'ils puissent voir un peu quel est notre cœur de métier. Pour moi, c'était vraiment une découverte de voir concrètement où était fait ce suivi et puis de voir... effectivement, de voir les locaux, de rencontrer certains jeunes, de voir également les éducateurs et les psychologues. Oui, ce sont des rencontres intéressantes. En 2015, la PJJ Savoie a pris en charge près de 500 mineurs. Coup de projecteur maintenant sur une fermière qui ne manque pas d'énergie et d'esprit d'initiative. Après avoir fait revivre une boutique multiservice dans son village, Notre-Dame de Comiers, Véronique Baffer vient d'installer un distributeur automatique pour ses légumes et les œufs de ses poules à Champs-sur-Drac. Une première en Isère. Rencontre avec Joël Serroni et Florine Eba. De poivrons, oui. Alors je vais te montrer. Un verre ? Ouais. Depuis 6 ans, la petite ferme a ranimé le cœur de Notre-Dame de Comiers en Isère. Un lieu de rencontre dans ce village de 500 habitants qui répond à bon nombre de besoins. Du café croissant aux plats cuisinés, des légumes du jardin aux œufs frais du poulailler. Ils sont de ce matin, vous pouvez manger à la coque. Voilà. Véronique Baffer est commerçante agricultrice. Le secret de sa réussite, la fraîcheur des produits qu'elle cultive ou encore les poules qu'elle élève tout près de sa boutique. C'est bien d'avoir un commerce de proximité. Puis il y a des bons produits, l'accueil est très sympathique, voilà. Tout est parfait, ça évite de prendre la voiture. Les circuits courts, une évidence pour Véronique qui très vite s'est sentie à l'étroit dans les limites de sa commune. Il y a 3 ans, elle a repris une exploitation d'1 hectare à Vif, dans le sud de Grenoble. Elle cultive ici des fruits et des légumes qu'elle vend sur place et qui depuis quelques semaines ont trouvé une nouvelle destination. On essaye de faire des petites barquettes pour la ratatouille ou quand c'est le moment, quand on voit que le temps change, on fait plus carottes. Des barquettes selon l'inspiration du moment pour alimenter un distributeur à quelques kilomètres de là, à Champs-sur-Drac. Sitôt cueillis, les légumes sont préparés et déposés dans cet espace climatisé. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Moi, il me faut des pommes de terre. Moi je travaille, donc j'ai des horaires qui sont assez fluctuants. Donc l'ouverture de 6h du matin à 21h, c'est super. On peut arriver en rentrant du boulot. Il nous manque des légumes, il nous manque des œufs, on s'arrête. C'est très simple d'utilisation. Véronique recharge chaque jour le distributeur. Grâce à une application sur son téléphone, elle suit précisément, heure par heure, l'état de ses stocks. Qu'elle soit à la boutique de Notre-Dame ou à Vif, un quart d'heure suffit pour venir remplir les casiers vides. Là, j'en ai 36 sur 64 qui se sont vidés. Alors, quand on voit 36 casiers vides, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut aller remplir, quoi. Donc, voilà. Véronique ne compte pas s'arrêter là. Elle installera prochainement de nouveaux distributeurs. Un investissement d'environ 50 000 € par appareil qui lui permet de développer son activité et d'embaucher. Bonne journée, au revoir, mesdames. Et voilà comment on se réinvente. Notre reportage Grande Région nous emmène dans le sud de l'Ardèche. Cela fait 35 ans maintenant que la radio associative Fréquence 7 fait entendre sa petite musique. Mais depuis plusieurs mois, sa situation financière se dégrade à tel point que si rien n'est fait, elle pourrait fermer d'ici 1 an. Elle en appelle donc à ses auditeurs. Nicolas Ferraud et Loïc Blache. Une info, ou plutôt un signal d'alarme. Sans votre soutien, l'avenir de Fréquence 7 est sérieusement remis en question. Débat, info locale, politique, culture. Cela fait 35 ans que cette radio associative ardéchoise émet sur le sud de la Drôme-Ardèche. Mais depuis plus d'1 an, ses comptes sont dans le rouge. La faute au désengagement de l'État et de la région au niveau local. Les fonds publics baissent. Puis il y a par exemple des communautés de communes ou des mairies qui voient eux-mêmes leur budget réduit donc qui
ne cotisent plus ou n'adhèrent plus à l'association, par exemple. Pour combler son déficit de 20 000 € et ce sans publicité à l'antenne, Fréquence 7 en appelle à ses auditeurs. Elle doit trouver 600 nouveaux adhérents pour terminer l'année. Tous les jours, on met 1 €, voire un peu plus, pour acheter son journal. On s'est dit, et si on mettait 2 € par mois pour aider sa radio? 25 € par an, ça paraît à la fois beaucoup et c'est peu. Et si on arrive à ces 600 adhésions, on a quasiment bouché le trou de cette année. Des adhésions que la radio ardéchoise devra renouveler l'année prochaine pour pouvoir sauvegarder ses 4 emplois et continuer à exister. Un jeune homme à 2 facettes maintenant. Antonin Marconi est ingénieur en informatique. Il est aussi roi du low kick. Il est champion de France professionnel de boxe thaïlandaise. Une discipline qui est à la fois un art martial et un sport de combat. Nous l'avons rencontré à l'entraînement à Échirol. Dans la famille Dr Jekyll et Mr Hyde, voici un spécimen de premier choix. Il répond au doux prénom d'Antonin. Antonin Marconi, sage comme une image, paisible et concentré, quand il est derrière son clavier, qui se transforme en un tout autre personnage quand il enfile sa tenue de combat. J'ai les deux côtés qui sont toujours là en fait, mais c'est vrai que le côté énergique et animal un peu, il sommeille et puis il faut savoir le réveiller au bon moment en fait. C'est ce que nous apprend la boxe. Mais ça reste toujours maîtrisé en fait, c'est pas l'énervement. Antonin est champion de France de boxe thaïlandaise. Champion de France professionnel 2016 après avoir remporté la ceinture chez les amateurs il y a 1 an. Un titre bleu, blanc, rouge qui ne manque pas de valeur sur le marché de la boxe thaï. On est un des premiers peuples qui allait s'expatrier en Thaïlande et qui a vraiment ramené le style thaïlandais ici en Europe. Donc non, il y a un très, très bon niveau en France. Voilà. Bon, ça reste pas la Thaïlande, mais il y a un bon niveau. Ok, 10 de chaque côté. 10 de chaque côté, c'est parti. C'est pas un champion de la salle, il y a des champions de la salle, lui c'est un champion sur le ring. Il s'est révélé vraiment à son premier combat, j'ai dit lui il a un potentiel, il a un mental d'acier, il est déterminé. Et j'adore ça parce que on n'a pas la tête de l'emploi, on n'est pas méchant mais on est là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas dire que c'est pas brutal, hein, c'est violent, en combat, en tout cas en compétition, on cherche à frapper le plus fort possible, à mettre KO l'adversaire. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est pas un jeu. Hein. Mais en fait, pour être le plus fort, en fait, la technique, c'est ce qui fait la différence. Donc il faut beaucoup de travail, il faut de l'intelligence. Voilà, c'est pas parce que c'est violent et brutal que c'est bête. Pour performer chez les pros, Antonin a mis une partie de sa vie professionnelle entre parenthèses. Désormais, il travaille à mi-temps pour vivre sa passion à plein temps. On vous l'avait dit, Antonin Marconi est un boxeur à 2 visages. À la fois ingénieur en informatique et docteur S, gros kick. Voilà, il vaut mieux être son copain. Avant de vous quitter, le rappel d'une des principales informations de ce journal. Une semaine pour voter. Les Grenoblois sont appelés à se prononcer sur 28 projets durant toute la semaine. Un budget participatif qui sera consacré. Mais les Grenoblois votent aussi pour ou contre l'augmentation des tarifs de stationnement pour les résidents. Le comité de liaison des unions de quartier a réuni plus de 2000 signatures dans une pétition. Et ce vote peut lui permettre de contester le projet de la municipalité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Je vous souhaite donc cette belle soirée et à demain à 19 h.